Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Rip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour un épisode du Rip Show, encore tout seul malheureusement, toujours pour des soucis d'organisation et d'emploi du temps avec Enzo. On se retrouve en fait tout simplement après, je crois, 2 semaines d'absence, vu que la semaine dernière on était censé le faire à deux, puis finalement j'ai dû le faire tout seul dans la hâte, à la va-vite, un épisode spécial trade deadline, parce que la semaine dernière c'était vraiment... On était plus focalisé sur quelles équipes allaient se renforcer, quels trades allaient être effectués, qui allait se débarrasser de qui, etc. Donc on avait préféré mettre de côté la routine traditionnelle, et donc là on se retrouve pour le 12e, je sais plus, ouais je crois que c'est le 12 ou le 13e épisode du Rip Show. On va essayer de synthétiser donc ces 2 semaines passées, plus une semaine et demie, 10 jours, parce que là, le All-Star Weekend a déjà commencé, on a eu le droit au Rising Star, etc. Les 2 matchs, donc là ils ont fait un nouveau format, j'ai pas tout compris, mais bon. C'est vraiment la partie, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un petit peu, surtout que là ils ont ramené des joueurs de G-League, donc je comprends pas forcément le délire de la NBA et d'Adam Silver. Peu importe. On va essayer de résumer assez rapidement ces 2 semaines passées de NBA en tirant comme d'habitude au travers de différentes chroniques les injury reports, donc pas les trade rumors, parce que là il va plus y en avoir. Du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que là cette chronique on va pouvoir la mettre à la poubelle et de côté. Par contre on va toujours pouvoir se poser des questions, parce que vous allez le voir, il va y avoir quand même certains buyouts suite à certains trades. Je pense à Patrick Beverley, il y a eu John Wall, Russell Westbrook, donc il y a des joueurs qui vont être buyout et qui vont être free agents et donc signés par certaines franchises, donc ça on pourra essayer de le notifier au travers de la chronique Trade Rumors. Et il faut que j'arrête de faire ces accents parce qu'ils sont absolument abominables. Et on attaque tout simplement et directement dans le vif. Vous connaissez la recette, les big news. J'ai l'impression que l'animation a bugué, mais c'est pas grave. Et on peut commencer tout de suite avec El Famoso Injury Report. Alors là, je suis censé mettre... Ça fait un moment que j'ai pas... je suis streamer ou quoi? On va mettre... Hop, ça a bugué. L'ESPN. J'en ai marre, hein, je paye ce logiciel. C'est faux, c'est totalement gratuit. Et on commence directement. Donc comme d'habitude, vous connaissez la sauce. J'ai fait un petit résumé de tout l'Injury Report, des joueurs les plus importants à mentionner et essayer d'éviter le maximum les day-to-day. Et on attaque avec les Boston Celtics et ce fameux Jaylen Brown, effectivement, qui, suite, donc là c'était annoncé le 10 février, a eu un petit souci au visage. Je crois qu'il s'était pris un coup de coude. Et donc il rejoindrait les parquets sûrement. Alors il disait il serait update la semaine prochaine. Sauf que c'était cette semaine et il n'a pas joué, si je ne dis pas de bêtises, et donc il rejoindra probablement les parquets de Boston, à mon avis, après le All-Star Break. On enchaîne avec Lonzo Ball, donc là des petites nouvelles du joueur de Chicago. On savait qu'il avait eu des gros soucis au genou. Ouais, c'est ça, au genou, comme on peut le voir ici, oui, regardez bien, effectivement, c'est ici. Là, visiblement, on va avoir des updates, on va être mis à jour après le All-Star Break. Mais pour moi, ça sent même très mauvais pour Lonzo Ball. Je pense que ça va être une saison blanche. Il va pas fréquenter les parquets avant la saison prochaine. Et est-ce qu'il va être gardé, est-ce qu'il va être cut, est-ce qu'il va être signé ailleurs? Mais bon, il a un dossier médical qui est extrêmement négatif, alors que le talent du joueur et ce qu'il peut apporter à une franchise, c'est monumental. Ça fait vraiment beaucoup de peine, je trouve. Et j'espère qu'il va s'en remettre, en tout cas. J'espère qu'il va essayer de pouvoir jouer un petit peu de basket avant la fin de saison. Mais pour moi, c'est un petit peu mal barré. On enchaîne également avec notre ami Stephen Curry. Donc là, on descend du côté de Golden State. Bah oui, il avait un problème à l'épaule, et bah là, il a un problème à la jambe. Et il va être donc sidelined. Il va être mis sur le côté jusqu'au premier match post-All-Star Break. Donc là, ils ont mis 23 décembre, mais c'est 23 février. Ça sera face aux Lakers. Donc ça fait nos affaires, hein, en étant très honnête. S'il n'y a pas Stephen Curry, c'est toujours plus simple d'affronter les Warriors, même s'ils ont quand même une belle équipe. Donc ça, c'est un petit peu problématique, surtout que il va pas pouvoir faire le shoot à 3
points, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il va pas pouvoir faire le All-Star Weekend. Donc ça, c'est chiant. Je crois pas qu'il s'était inscrit par contre au shoot à 3 points. Je dis peut-être des conneries. En tout cas, il ne pourra pas faire le All-Star Game. Et puis ça s'ampute un petit peu les résultats collectifs de son équipe, même s'ils sont quand même à l'honneur. Je crois ils font une semaine plutôt correcte, ils sont en 3 victoires, 2 défaites, enfin ils font 10 jours plutôt corrects. Mais bon, ça handicape un petit peu le résultat collectif et l'avancée en playoff des Golden State Warriors. On a également aussi du côté de Golden State notre ami Gary Payton, qui est de retour à la maison, finalement, après moultes et moultes scandales gravitant autour du trade qu'avaient effectué les Warriors avec les Blazers, où on avait eu un micmac, Gary Payton avait déclaré qu'il s'était fait maltraiter par le staff médical, qu'on lui avait fait des piqûres pour pas qu'il ait mal, etc. Tout ça, c'était globalement un gros bullshit qui a été fomenté par Gary Payton et son agent, pour aucune raison, parce qu'en fait, quand ils ont fait le diagnostic médical, le staff de Golden State, ils se sont rendus compte que il avait quand même toujours un petit problème aux muscles abdominaux. Donc là, il va être évalué dans un mois. Quand on sait que sa masse salariale elle est relativement conséquente, je crois je sais plus si c'est 10 ou 20 millions l'année, mais enfin c'est un gros dossier. Il avait pris son sac, il était tout content de le dire lors d'une interview suite à son trade du côté des Warriors. Il était extrêmement content de dire j'ai quitté les Warriors parce que ils n'étaient pas prêts à me donner un salaire, et donc je suis allé à Portland parce qu'on était prêt à me donner un gros sac de fric. Je vais pas dire bien fait parce qu'il faut jamais se réjouir du malheur des autres, mais c'est un petit peu le karma qui frappe notre ami Gary, parce que c'est un peu du foutage de gueule, et Enzo était vert. Je crois que du côté des fans de Portland, Gary Payton, c'est pire que Raymond Felton. C'est pour vous dire. Voilà du côté des Warriors. On enchaîne avec nos amis de Miami, qui ont toujours une infirmerie relativement fournie, et cette fois-ci c'est une petite update sur Kyle Lowry qui s'était blessé au genou le 11 février et qui va être indisponible. Il ne pourra pas rejoindre les parquets, enfin il n'a pas pu rejoindre les parquets. Là je fais une synthèse des joueurs qui ont été blessés et qui va revenir après le All-Star Weekend. Plutôt cool pour Miami quand on sait qu'ils ont fait une semaine 10 jours plutôt correct, pareil que les Warriors, 3 victoires, 2 défaites. Ils ont reculé un petit peu dans le classement, ils sont re-rentrés dans le play-in parce que New York ont une meilleure dynamique et ils s'en sortent mieux collectivement, on va dire. Donc ça va être cool pour Kyle Lowry de pouvoir impacter un petit peu son équipe, même si on sait que le jeu de Miami Heat, c'est pas le plus beau jeu de basket, même s'il y a quand même une extrêmement bonne défense. Côté Pels, grosse mauvaise nouvelle. Disons que on les avait vus premiers, on les avait vus chatoyer la première position de la conférence Ouest, et on les a vus également chatoyer les dernières positions de la conférence Ouest il y a quelques semaines, il y a même 2 semaines je crois. C'était catastrophique, c'était une descente aux enfers. Ils étaient à 11 défaites d'affilée parce qu'ils avaient été amputés de Zion qui s'était fait une blessure au quadriceps ou à l'ischio-jambier, je ne me souviens plus. Non, je crois que hamstring c'est ischio-jambier. Ça continue, on voit qu'il souffre toujours d'un souci à l'ischio-jambier au niveau de sa rééducation. Il va être encore mis de côté pour plusieurs semaines. C'est très négatif pour le bilan collectif des New Orleans, parce que on l'a vu, sans Zion ça clique beaucoup moins, et Brandon Ingram avec CJ McCollum ça peut cliquer, mais ça ne clique pas aussi bien que ça le devrait, et ils se retrouvent certes en play-in, mais pas forcément à la position à laquelle on les attendait suite à ce début de saison assez puissant qui avait été proposé collectivement, avec vraiment une complémentarité, que ça soit sur le banc ou sur le 5 majeur, avec du CJ, du Jonas, du Brandon Ingram, Zion. On avait eu le droit à des grosses séquences de Trey Murphy, de Herb Jones, etc. Là, ça se tasse un petit peu. Après, c'est un collectif qui reste très jeune et qui est emmené par un vétéran quand il le faut. Mais c'est vrai que ça cogne un petit peu sur la tête des Pélicans qui sont quand même dans le dur. Ils sont rattrapés, notamment avec une victoire face aux Lakers il y a quelques semaines. Ils ont réussi à se relancer et couper cette losing streak. Mais Zion absent quelques semaines, quand on connaît leur calendrier qui est relativement difficile, je crois qu'ils vont affronter 2 fois les Lakers encore. Et c'est plus les mêmes Lakers qu'ils avaient affrontés avant. Waouh, un petit peu difficile. Et d'ailleurs, ils se sont tapés les Lakers il n'y a pas longtemps. C'était le dernier match que je vous conseille de voir si vous êtes fan des Lakers, parce que c'était le premier match de basket de la saison de la part des Angelinos. Ils se sont fait casser la gueule. Sans Zion, ils se font casser la gueule. Donc
Donc voilà du côté de la Nouvelle-Orléans. On termine cet injury report avec 2 profils. Le premier, suite au blockbuster trade de Kevin Durant aux Phoenix Suns, Kevin Durant qui était absent déjà depuis début janvier, suite à la chute de Jimmy Butler sur son genou, il est attendu après le All-Star Game. Donc ça c'est plutôt positif pour le joueur parce que ça fait quand même 1 mois et demi, presque 2 mois qu'on ne l'a pas vu sur un parquet NBA. Ça a provoqué la dégringolade des Brooklyn Nets parce que je pense que s'il n'avait pas été blessé, je pense que les trades n'auraient pas été demandés. En tout cas, Kyrie n'aurait pas fait sa darling et n'aurait pas demandé un trade parce que je pense que ce joueur est totalement instable mentalement. Kevin Durant l'est tout autant. C'est plutôt positif, je pense, pour les Phoenix Suns, même si là, collectivement, ils ont un bon bilan. Globalement, toutes les équipes de l'Ouest sont presque à l'équipe. Donc 3 victoires, 3 défaites, ou 3 victoires, 2 défaites, 2 victoires, 3 défaites. Ça varie un petit peu, mais entre le 10 et le 4e, c'est le même bilan collectif. Les Suns s'inscrivent dans ce dernier sans Kevin Durant, avec un bon retour de Devin Booker, un Chris Paul et un DeAndre Ayton qui sont corrects, qui sont justes dans le basket. Donc tu rajoutes Kevin Durant, sauce magique beau gosse, et je pense que ça va vers le titre en étant très sincère. On termine cet injury report avec Devin Vassell, je crois. J'avais mis Devin Vassell totalement du côté des San Antonio Spurs, qui fait une belle saison. Je pense un All-Star en devenir du côté de San Antonio. J'espère que la franchise arrivera à construire un effectif jeune et à rebondir de ces années de disette. Mais Devin Vassell, effectivement, il a un souci au genou depuis le 10 février. Et il est attendu pareil après le All-Star Break. Ce All-Star Break qui fait du bien étant donné qu'il permet aux joueurs de se reposer pendant une semaine pour ceux qui ne le font pas et même pour ceux qui le font parce que c'est pas un enjeu physique, c'est plus du spectacle, un show, etc. où faut pas se blesser, tu te prépares, mais ça permet vraiment d'avoir une semaine de vacances, de se reposer, de mettre de la glace sur les articulations, de jouer doucement et de reprendre vraiment en puissance après une belle semaine de repos. Donc c'est ça qui est cool aussi pour certaines blessures et pour certaines équipes, c'est que tu as une date butoir et tu dis il sera de retour après ce break là parce qu'il aura vraiment pu respirer, il n'aura pas voyagé avec l'équipe à droite à gauche. Tout simplement. Fini pour cette injury report. Comme vous le savez, il n'y aura pas de trade rumors, étant donné que nous avons... Enzo aurait dû être là, mais on l'avait travaillé en amont quand même, cette vidéo. Étant donné qu'on a fait une vidéo sur la trade deadline et qu'il ne va plus y avoir de trade, ça nous permet de passer directement avec l'action de la semaine, si je ne m'abuse. Effectivement, l'action de la semaine, les big news sont courtes cette fois-ci. J'ai eu du mal un petit peu à suivre, on va dire, les 10 jours de NBA parce que j'étais en déplacement, etc. J'ai pas envie de vous raconter ma vie, en fait, vous allez pas savoir, les gars. Hein. Non mais oh, vous êtes qui ces gens-là? C'est fou, sortez de ma salle de bain. Enfin bref, ce jeu d'acting est totalement gênant, j'espère finir un jour sur Malaise TV. Finalement, j'ai réussi quand même à trouver une action de la semaine. Enzo, s'il était là, il serait content, mais je vais mettre Shaedon Sharpe parce qu'il nous a délivré des mixtapes de dunk totalement folles pour un rookie. Il a clairement des ressorts dans les godasses. Je pense que je vais mettre probablement cette prise d'appui à 50 cm après la ligne des lancers francs, parce que c'est bon, hein, Blazers France, on vous connaît, les gars qui accentuent totalement dunk de la ligne des lancers francs. Non, il y a vraiment presque 1 mètre entre la ligne et le pied d'appui, mais ça reste quand même spectaculaire. C'est un gars qui, ça fait chier qu'il soit pas d'ailleurs au dunk contest ce week-end, parce que je pense qu'il aurait pu vraiment, pu apporter un vent de fraîcheur et de créativité à cet exercice qui est mort depuis Aaron Gordon et Zach LaVine, et qui était déjà mort avant le passage de ces deux Olibrius. Donc voilà, je veux juste récompenser Shaedon Sharpe qui nous sert quand même, pour une saison rookie, je trouve qu'il nous sert quand même des belles mixtapes en termes de dunk. Je vous laisse avec l'action et on se retrouve juste après pour le bilan de la semaine. Sharpe with the deflection. Now on the other end. Sharpe hammers it down with the right hand with authority. Fini pour cette partie Big News et comme je l'avais dit précédemment, on se retrouve pour ce petit bilan de la semaine. Je vous mets le gros tableau, hop, j'espère que ça va pas bugger. Ça bug à chaque fois, ça fait cet écran noir, j'ai envie de casser mon ordinateur, mais on essaye de rester calme. On fait un petit bilan sur ce qui s'est passé à l'Est et à l'Ouest. On commence à l'Est comme d'habitude parce que c'est la franchise la moins intéressante, la conférence la moins intéressante. Et on attaque avec le premier de cette conférence, les Boston Celtics qui naviguent plus tout seuls. Hein. Ils ont longtemps navigué seuls
en tête, et là ils sont rattrapés, ils sont talonnés par Milwaukee qui sont vraiment à une demi-victoire. Ils ont le même nombre de défaites et juste un match de moins que nos amis de Boston. Donc Boston toujours très haut dans le classement, mais qui, au vu de cette fin de saison, ils ont des concurrents qui toquent très très fort derrière. On a Milwaukee donc qui est juste derrière. On a également Philly à 38 victoires et Cleveland à 38 victoires également. Après, Cleveland a beaucoup de matchs d'avance par rapport à Philly et Philly a un peu des matchs de retard. 2-3 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais donc Boston, sur ces 10 jours qui se sont écoulés, sont en 5 victoires, 1 défaite, avec quelques matchs privés de Jaylen Brown. Milwaukee continue cette winning streak de 12 matchs, comme vous pouvez le voir actuellement, là c'est absolument formidable. Ce qui leur a permis de recoller finalement au score avec Boston, parce que je crois que pendant un moment ils étaient 3e. La semaine dernière, il y a 2 semaines, ils étaient déjà 2e, mais là ils ont mis les bouchées doubles, ils ont retrouvé un Giannis qui était très juste, un Brook Lopez qui est phénoménal, Chris Middleton, Jrue Holiday, de toute façon le collectif est récompensé par 2 sélections au All-Star Game, donc ça fait très plaisir. Mais voilà, du côté de Milwaukee donc 5-0 sur cette semaine, ça ne s'arrête pas, c'est le rouleau compresseur de Milwaukee, je pense qu'ils ont toutes leurs chances pour être champions, cette fois-ci, s'ils n'ont pas de blessure. Philadelphie signe on va dire une grosse semaine en 4 victoires, 2 défaites, conserve leur position, avec un Joel Embiid qui a un calibre de MVP, toujours aussi dominant, avec un collectif plutôt intéressant, je trouve. Je crois que je les avais mis premiers dans mes pronostics, je les avais mis premiers de la conférence Est. Ils sont troisième à 3 victoires d'écart, comme vous pouvez le voir ici. Plutôt solide, moi je trouve Philadelphie, ça va être un bon contenders en playoff. Après, je sais pas ce que ça va donner, l'association James Harden ainsi que Joel Embiid, ils ont quand même du Tyrese Maxey qui fait un bon boulot, ils se sont débarrassés de certains profils également, mais ils ont un Tobias Harris en 3e option qui est convaincant, un banc plutôt correct, donc à voir. Côté Cleveland, par contre, on signe une énorme semaine, 6 victoires, 1 défaite, ils se replacent au classement, là vous voyez le bilan sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 défaites. Ils sont emmenés par une force collective globale, mais un très bon Donovan Mitchell également. Et ils se replacent bien dans le classement. Ils étaient, je crois, 5e. Ils passent devant Brooklyn. Et Brooklyn, d'ailleurs, quand on parle du loup, on en voit la queue. Brooklyn, ça dégringole un petit peu. Ils sont en 2 victoires, 4 défaites sur les 6 derniers matchs. C'est plutôt correct, moi, je trouve. En étant très sincère, ils ont fait une win très importante avec un Mikal Bridges qui a plus de 40 points, qui finalement se transforme en Kevin Durant. Moi, comme je le disais dans la vidéo trade deadline, c'est un effectif qui va souffrir du coup de la perte de ces 2 All-Stars, mais c'est également un effectif qui est très bien construit en fait. Je vais vous ouvrir la fenêtre pour faire un petit aparté sur les Nets, mais en réalité, certes, ils perdent finalement probablement un potentiel pour aller au titre, parce qu'ils avaient quand même un très bel effectif, mais ils ont réussi à se débrouiller et à garder quand même un très bel effectif. Si on devait faire un 5 majeur potentiel, tu te retrouves avec à la main, tac, parce que je connais pas trop leur meneur, mais ils ont pas beaucoup de meneurs. Mais tu peux te retrouver avec un 5 majeur avec Nick Claxton en 5, Dorian en 4 ou Royce O'Neal en 4, ça dépend de qui tu mets en backup, Mikal en 3. Tu mets également avec un Joe Harris qui peut être backup, etc. Tu mets un Cam Thomas en 2. Spencer Dinwiddie en 1 ou en 2, tu peux faire combo garde, etc. Ben Simmons, il peut être sur le banc ou en sortie de banc. Ils ont du Patty Mills, ils ont du Cam Johnson. Ils arrivent à avoir une profondeur de banc. Ils ont du Seth Curry également. Moi, je trouve qu'ils ont un effectif qui est plutôt bien construit, qui est équilibré. Alors, il y a quand même un petit creux en termes de hauteur dans la raquette, parce que je ne sais pas ce que vaut Day'Ron Sharpe. C'est pas Shedon Sharpe, du coup, c'est son jumeau maléfique. Mais ils ont Nick Claxton qui est vraiment très dominant dans la raquette. Mais après, ils se retrouvent avec pas vraiment de backup en termes de pivot, et surtout des 4, des petits 4, on va dire. Ils ont Dorian Finney-Smith, je crois que c'est un 3-4. Ils vont également avoir du Royce O'Neal qui va pouvoir faire le taf en 4 aussi. Yuta Watanabe, mais c'est plus un 2-3, donc ils ont Ben Simmons également qui peut jouer 4, mais ça c'est le défaut de la line-up. Mais moi je trouve qu'ils se retrouvent en fait finalement avec un bel effectif assez convaincant, avec beaucoup de shooters, beaucoup de talent, beaucoup d'avenir. Et on peut retrouver finalement un petit peu ces line-up sexy qu'on avait courant 2018 avec D'Angelo Russell, si je ne dis pas de bêtises. Et même après le trade de Kevin Durant, la saison, on a Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Joe Harris et compagnie. Et en fait, on se retrouve avec une line-up plutôt sexy qui, selon moi,
a le potentiel pour rester dans la course au play-off. Je pense qu'ils vont potentiellement dégringoler au vu de la dynamique de l'équipe. Mais à l'image d'un Utah Jazz qui finalement est une équipe qui regroupe plusieurs potentiels et plusieurs très bonnes individualités sans réel ego surdimensionné qui prendrait le dessus et pourrait pourrir finalement une forme de hiérarchie dans l'équipe. Les Brooklyn Nets, je pense qu'ils peuvent clairement viser une place dans le play-in, aller en play-off potentiellement, parce que quand tu regardes les effectifs comme Washington, comme Toronto ou comme Atlanta, ils n'ont pas forcément grand-chose à envier en étant très honnête en termes de dynamique, et je pense qu'ils ont la possibilité, ils ont une marge de manœuvre, ils sont quand même en 34-24. Ils ont pas mal de matchs de retard, si je ne dis pas de bêtises, mais ils ont quand même la possibilité de conserver cette avance et en 24-25 matchs, essayer de rester à l'équilibre en 12-12 et potentiellement s'offrir une place en play-off ou en play-in. On enchaîne avec New York qui également signe une belle semaine, 5 victoires, 1 défaite. Jalen Brunson, Julius Randle, ça roule, ça gagne. Il passe même devant Miami qui fait une semaine un petit peu moins rocambolesque, 3 victoires, 2 défaites, ça se tasse un petit peu. On sait que du côté de Miami, je pense pas qu'ils aient envie de jouer les play-in et qu'ils seraient bien contents d'aller en play-off et de se taper un Philly ou un Cleveland, j'en sais rien, au premier tour. Parce que ça reste une équipe de gros briscards avec Eric Spoelstra qui sait bonifier son collectif, mais bon, Miami, en dents de scie, comme vous pouvez le voir, 2 défaites d'affilée. Sur les 10 derniers, ils sont 5-5, donc c'est correct, mais on attendait plus. Atlanta fait une semaine en négatif, mais reste en 8e position. Washington et Toronto font un putsch assez intéressant, 4 victoires, 2 défaites, 4 victoires, 1 défaite. Après des semaines difficiles, ils rattrapent un petit peu ce bilan sur les 10 derniers en passant au-delà de l'équilibre sur les 10 derniers matchs, et ils piquent la place à Indiana et Chicago qui descendent aux enfers. Une victoire, 5 défaites pour les 2 équipes sur les 6 derniers, donc un petit peu difficile. Et puis le bas de classement ne change pas, on a toujours un Orlando assez solide sur les appuis, donc qui est plus qu'à 2 défaites de retard, 2 victoires de retard de Indiana et Chicago. Donc est-ce qu'on peut voir un petit putsch de Orlando en fin de saison? J'en avais déjà parlé, pour moi c'est plus intéressant de viser les tours de draft, mais voilà. Côté Ouest, est-ce qu'il y a du nouveau? Pas vraiment, en fait, ça s'est plutôt stabilisé. La majeure partie des franchises sont sur les 5 derniers matchs en 2 victoires, 3 défaites ou 3 victoires, 2 défaites. C'est pas très sexy, c'est toujours aussi compacté, aussi embouteillé, comme on peut le voir entre les Clippers et les Lakers. Si on peut prendre ces gars-là, mais voilà, il y a vraiment que 5 victoires d'écart. Ça reste tout autant stacké, pardon. Mais je pense que ça va pas mal bouger, surtout suite à la trade deadline, parce qu'on a eu quoi? On a eu 2-3 matchs post-trade deadline qui n'ont pas été très convaincants pour certaines équipes, et je pense qu'on va avoir des dynamiques quand on sait qu'il reste, on va dire, un gros quart, voire un petit tiers, ça dépend comment on veut le voir, de la saison. Il reste 24-25 matchs. Donc ça reste quand même un volume de matchs assez intéressant pour un collectif, pour prouver de quoi il est capable et s'inventer une dynamique. On commence par le haut, comme d'habitude, Denver, seul en tête, vraiment seul en tête. Il n'y a même plus de bataille avec Memphis. Je pense que Nikola Jokic va récupérer son 3e MVP de la saison indiscutablement. Très solide sur les appuis, le collectif est bon. Ils sont pourtant débarrassés d'un Bones Island, donc ça c'était pour moi c'est le mystère absolu, en récupérant Thomas Bryant qui ne va pas jouer plus de minutes que ça. Mais en fait, écoutez, ils sont très solides, ils sont très 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 solides, ça bouge pas. Jokic est monumental, il va probablement rejoindre Oscar Robertson pour sa première saison en triple-double. Je ne cite pas Russell Westbrook parce que Russell Westbrook est largement au-dessus de tout le monde étant donné qu'il a fait 4 saisons en triple-double, donc ça c'est incomparable. Mais bravo aux Denver Nuggets, 4 victoires, 2 défaites, c'est stable, ça avance. Ils sont clairement au même niveau finalement que Milwaukee et Boston. Et ils naviguent seuls en tête dans cette conférence Ouest. Côté Memphis signe une semaine, c'est sur les 5 derniers matchs plutôt correct, 3 victoires, 2 défaites, et de toute façon ça va être la même chose pour le reste du classement, donc ça sert pas forcément à grand chose d'en parler. Moi je les trouve un petit peu décevants, je pense qu'ils souffrent de l'absence de Steven Adams dans la raquette, malgré un Jaren Jackson de luxe qui sera probablement le défenseur de l'année cette saison. Moi je pense que c'est un collectif très jeune qui parle beaucoup, qui a une grande gueule, qui a beaucoup de gueule en fait. Il y a même, je dirais pas que de la gueule, mais à des moments un petit peu.
Ils ont trop ouvert leur bouche en disant on est bien à l'ouest, etc. Et quand tu regardes la gueule de la conférence ouest, ils sont pas à l'abri que les Lakers leur passent devant dans les 25 prochains matchs, parce que y a beaucoup d'équipes qui sont renforcées. Ils se sont pas plus renforcés que ça. La line-up a quand même beaucoup de défauts selon moi du côté de Memphis, et je pense qu'il y a un manque de mentalité, on va dire, dans cette line-up, et ça peut craquer parce que c'est très jeune, et que c'est globalement un ramassis de clébards dans un chenil, hein, la franchise de Memphis, même si c'est très joli à regarder. Donc deuxième toujours, mais voilà, t'as les Clippers, t'as les Kings, t'as les Suns qui sont à 32 et 33 victoires, et ça peut venir chercher par le callback la franchise de Memphis et les faire dégringoler dans le classement. Je pense qu'ils ont quand même la marge, mais pas tant que ça. Et ça, c'est important de le mentionner, c'est qu'il n'y a pas tant de marge que ça finalement. Surtout quand on voit, par exemple, le collectif des Clippers qui s'est renforcé notamment dans la seconde unit, en récupérant du Bones Island, en récupérant du Mason Plumlee et du Eric Gordon. Donc ça rend redoutable encore plus les seconds couteaux de la fausse franchise de Los Angeles. Phoenix a récupéré du Kevin Durant, Dallas a récupéré du Kyrie Irving. Sacramento, pareil, ne s'est pas forcément renforcé plus que ça. Et c'est pour moi une des craintes que j'ai par rapport à la franchise, c'est qu'ils n'ont pas fait de move à la deadline et qu'il y a des équipes qui sont vachement renforcées. Donc j'ai peur qu'ils dégringolent un petit peu dans le classement, parce que voilà, hein, les Clippers toquent à la porte, les Suns toquent à la porte, les Mavericks toquent à la porte également. Donc voilà. Globalement, les 6 premiers n'ont pas changé, c'est les mêmes positions. Je pense que les Clippers vont aller chercher probablement une deuxième place au vu de leur effectif, les Suns probablement une troisième. Côté play-in, pardonnez-moi, New Orleans, j'en parlais dans l'Injury Report, mais ils sont privés de Zion encore un moment, donc je sais pas comment ça va se finir cette saison. J'ai peur que ça se finisse pas très bien, parce qu'ils ont un calendrier relativement difficile. Minnesota, toujours 8ème, ça ne bouge pas. La New Orleans, j'ai pas mentionné, mais ils ont pris 3 places, hein, parce qu'ils étaient 10e et là ils sont passés 7e. Golden State, eux, ont perdu 2 places et Oklahoma City ont pris 3 places. Ils ont vraiment fait... ils sont passés dans le play-in finalement. Moi, ces franchises-là, elles m'inquiètent un petit peu dans le sens où leur concurrent direct, et c'est les Lakers, quand je parle parce que là-dedans, en fait, en étant très sincère, le prédateur, ça va être les Lakers. Je dis pas ça parce que c'est ma franchise, mais je dis ça parce que j'ai vu le match face à la Nouvelle-Orléans. Et la Nouvelle-Orléans, c'est une très bonne équipe de basket, très complète. Et Los Angeles, ce qu'ils ont montré, s'il n'y a pas de blessure, et si ça roule comme ça, et si Darvin Ham ne fait pas de coaching miteux et de line-up affreuse avec 4 meneurs, je pense que les Lakers, je ne rigole pas, sur les 24 premiers matchs, les 24 prochains matchs, ils peuvent être en 17-7. Et c'est pas des vannes, ils peuvent vraiment finir la saison en 45-37, je crois, c'est le truc. 44-38, je crois. 44-39. Oula, dis donc. 43-39, j'en sais rien. Dis donc, je ne suis pas bon en maths. Mais vraiment, ça va être intéressant de voir cette course, parce que Portland, malheureusement, ne s'est pas renforcé du tout. Ils se sont même, sur le papier, entre guillemets, affaiblis, parce que Kevin Knox, c'est pas bon du tout. Cam Reddish, c'est intéressant. Matisse Thybulle, c'est intéressant, mais ça va être en dents de scie. Ils ont perdu des role-players clés. On sait qu'ils ont Jusuf Nurkic qui n'est pas encore là. Il va être de retour normalement post-All-Star Break, mais à voir. Ils ont dû en faire également, qui s'est blessé juste avant le All-Star Game. On sait que Damian Lillard peut mettre tout le monde dans son sac à dos, mais ça va être difficile. Utah, ils ont un calendrier plutôt clément. Ils vont affronter beaucoup de fois San Antonio, Houston et Oklahoma City. Donc est-ce qu'ils pourraient viser finalement une place en play-in? Golden State, privé de Curry. Minnesota, on sait que ça va être difficile. Donc là, il y a quelque chose à faire. Je pense que ma théorie, selon moi, si je devais là tout de suite proposer une line-up éventuelle, enfin un classement éventuel, je pense très sincèrement que Denver ne va pas bouger. Je pense que les Clippers vont venir en deuxième position. Je pense que les Suns vont venir en 4e position, que les Grizzlies vont être en 2, que les Kings vont être en 5. Je pense que les Lakers vont être en 6, en étant très sincère. Et je pense que Dallas va être en 7, que Golden State va être en 8, que la Nouvelle-Orléans va être en 9, et que tac. Là, j'ai sorti quelqu'un. Je suis débile. Et je pense que Minnesota va être en 10. Je dois être très sincère avec vous. Je pense que ça va être le classement enregistré, en étant sincère. Mais voilà, donc ça va pas mal bouger.
fini pour ce petit, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hop, voilà, fini pour ce bilan de la semaine, et ça va nous permettre d'attaquer avec ce qu'on appelle le joueur de la semaine. Et oui, le petit joueur de la semaine, et on enchaîne avec, attention, on commence à l'Est. Et à l'Est, qui c'est qu'on a? On a monsieur Joel Embiid, voilà, il n'y a pas de surprise, Joel Embiid, il est candidat MVP indiscutable. Alors je ne pense pas qu'il le sera, parce que on a, à l'Ouest, on a un autre joueur qui va prendre son 3e MVP, mais voilà, il a des stats quand même qui sont super intéressantes, avec des pourcentages au field goal, mais royal, une présence dans la raquette, un petit peu distributeur, ça bloque, ça prend des ballons. Là, sur les 10 jours qui se sont écoulés, il est en 30 points, 11 rebonds, 5 assists, à plus de 50% au field goal, donc c'est juste royal. Voilà. Bon, les stats, je crois que je ne vais pas en dire plus. Je pense qu'il va encore, pour une 3e fois de suite, se faire shipper son MVP par, du coup, le joueur de la semaine à l'Ouest. C'est Nikola Jokic, évidemment. Il est en triple-double. Ça n'a jamais été vu par autre chose qu'un meneur. Oscar Robertson avait accompli l'impossible il y a 40-50 ans. Westbrook l'avait fait il y a maintenant 6-7 ans. Puis après, il l'a fait 3 fois de suite et puis une 4e fois. Mais un pivot avec ce QI de basket qui fait plus de 10 assists par match, je ne sais pas s'il va aller chercher ce record, parce que c'est un gars qui s'en fout un petit peu. Mais là, être en triple-double, c'est Jokic MVP. Et puis voilà, sur les 10 derniers matchs, 24 points, 13 rebonds, 10 assists. Pareil, avec des field goals. 85, 66%, 80. C'est indécent. C'est indécent ce que nous proposent les deux. Et ce que propose Nikola Jokic, avec un collectif certes très très bon, c'est impressionnant. Et je pense qu'on a de la chance, parce qu'on est vraiment bien régalé. Voilà pour les petits joueurs de la semaine. Ça nous permet de parler des petits joueurs de la semaine, l'exotic player of the week. Et cette fois-ci, pas de grande surprise, vous vous doutez bien, à l'Est. Hop, Cam Thomas, comment ne pas le citer? Architecte dans la victoire, malgré architecte du sourire des fans plutôt, malgré les trades qui ont été effectués. Il a fait 3 matchs d'affilée à plus de 40 points. C'est le premier, le plus jeune joueur à le faire. Il est passé devant LeBron. Il est à 25 points, 3 rebonds, 3 assists sur les 6 derniers matchs. Il a des très belles stats, hein. C'est sa première année, personne ne l'attendait là. Il a été drafté en 27e position. Il a pris les minutes qu'on lui a données. Et bravo à lui, parce que je pense que finalement les planètes s'alignent pour lui. Même s'il y a des moments où on voit qu'il y a quand même beaucoup de déchets, 7 points, 14 points, avec des field goals un petit peu rudes à certains moments, surtout de la gourmandise à 3 points. C'est un profil qui peut être très intéressant. Je me suis un petit peu penché sur ce qu'il a fait. Il est japonais. Je savais pas du tout qu'il était japonais, dis donc. Incroyable ce qu'il peut proposer, et c'est très sexy, et je pense que les fans de Brooklyn peuvent se réjouir d'avoir un profil comme ça. Après, j'espère que ça va pas être un buzz, ça va pas être genre un Brandon Jennings qui met 50 points puis après qui disparaît, mais bon profil, bon joueur, et qui peut bien s'inscrire dans une line-up des Brooklyn Nets avec un Mikal Bridges, un Spencer Dinwiddie. J'espère qu'il trouvera sa place et son compte. Il est encore très jeune, c'est sa première année, et je pense qu'il a prouvé quelque chose, et qu'en tout cas il s'est offert un petit peu de sursis par rapport à son contrat rookie dans l'équipe des Nets, parce qu'on sait ce que c'est que de ne pas être top 10 et puis d'être cut assez rapidement. À l'Ouest, je vais mentionner un joueur que j'apprécie beaucoup, Josh Giddey, notre petit Australien qui est dans sa 2e année. En fait, pareil, Cam Thomas, c'est sa 2e année de NBA, my bad. Parce que quand ils mettent 1, en fait, ils comptent pas l'année en vigueur. Mais donc, Josh Giddey, 2e année, sophomore, incroyable. Vraiment. Bon, là, faut pas regarder ça parce que ça, c'était le Rising Star. Mais bon, il est à 17 points, 5 rebonds, 6 assists de moyenne, avec des très bons pourcentages. C'est vraiment un artisan de la victoire du côté de Oklahoma City. Quand on sait leurs résultats collectifs, ils ont fait la prouesse de rentrer en play-in, malgré un effectif. Quand vous regardez l'effectif, vous connaissez pas grand monde. Moi, je peux vous le dire, très sincèrement, je connais Shai, Josh, Lugens. Il y a Chet Holmgren qui joue pas encore, mais il y a Jalen Williams. Après le reste, je vais pas vous mentir, je sais qu'il y a Treman qui est pas mauvais,
Mais après, je connais pas forcément les autres joueurs, et c'est beaucoup de rookies et de sophomores finalement dans cette line-up. Et arriver, alors emmené par un très très grand Shai, hein, sans aucun problème, mais arriver à ce niveau-là, et à chercher une place en play-in, donc en étant devant des Lakers ou des Blazers avec un collectif comme ça, donc emmené grâce à lui et Shai, hein, ils ont un backcourt vraiment XXL, bah c'est super. Alors ils le mettent garde, mais je sais qu'ils jouent parfois 3 parce que Lugens va plutôt être en 2 si je dis pas de bêtises, mais voilà. C'était tout, c'était au-dessus pour mes petits joueurs de la semaine et mes exotic players of the week. Et je pense qu'on va faire un petit point. Ça faisait longtemps, mais bon, je peux pas tout le temps attendre Enzo pour ces choses-là, mais on va faire un petit point sur la course. Et cette fois-ci, ça va être un point sur la course des 6e hommes de l'année, des Six Man of the Year. Et ben là, comme d'habitude, hein, je vais me pencher sur les classements qui sont fournis par soit la NBA, soit Trash Talk, parce que y a rien de mieux, en étant très sincère. Désolé, hein, c'est toujours aussi cuté, mais c'est pour pas que vous voyez les onglets à chaque fois, parce que c'est moche. Puis en plus, il y a plein de fenêtres de sites pornographiques, donc c'est relou et tout pour mon image. Mais donc ça a été quelque chose qui a été fait le 5 février. Je suis globalement d'accord, j'ai quand même certaines surprises par rapport à ça, parce qu'en règle générale, effectivement, les classements proposés par les sites américains, ils mettent souvent ce joueur-là premier, ce qui est faux, tout simplement. Donc là, globalement, on se retrouve avec toujours les mêmes gars. Hein. Ça, je dirais que du 10 au 4, c'est des mentions honorables. Globalement, les 3 premiers sont les principaux leaders de cette course-là. Mais on va retrouver effectivement du Malik Monk, qui, voilà, les stats qu'il peut proposer. En sortie de banc, elles sont très très justes. C'est vraiment, il incarne le banc des Kings et il incarne finalement ce résultat collectif des Kings au cours de cette saison. Certes, un 5 majeur qui est très bien drivé, emmené par Domantas et De'Aaron Fox. C'était pas cette fenêtre que je voulais ouvrir, on va la fermer. Mais Malik Monk en sortie de banc avec, j'ai oublié son nom, il s'appelle Off Night. Davion Mitchell, ils apportent beaucoup et donc à l'avoir en mention honorable, je pense que c'est très important. On a également du Jordan Poole qui est un petit peu baissé. Pour moi, il a pas grand chose à faire là parce que en fait il ne joue plus sur le banc, il joue dans le 5 majeur depuis la blessure de Curry. Donc pour moi, il n'a pas à être dans ce top là selon moi. Après effectivement, il y a des grosses stats, hein, 20 points. Il était à un peu moins de 20 points quand il était sur le banc, mais il apportait beaucoup en sortie de banc. Mais maintenant qu'il est dans le 5 majeur, il n'a pas à être dans ce classement. Emmanuel Quickley aussi a apporté beaucoup, avec beaucoup de justesse, tout autant, dans une équipe des Knicks plutôt bien drivée et emmenée par surtout un Jalen Brunson, je dirais, et puis un très bon Julius Randle. Donc ça, c'est les mentions honorables avec des bons dossiers. Effectivement, après il y a Bruce Brown, mais pareil, je peux pas le mettre moi, ce qui m'énerve, c'est que on peut pas le mettre en 6e homme. Il a commencé 22 matchs en starter. Je pense que c'est les gars qui méritent d'être dans ce classement sont des gars qui jouent tout le temps sur le banc. Donc même si Bruce Brown est très très bon, avec une très très belle adresse, et je pense que les Nets, je pense qu'il manque aux Nets, mais voilà, mais pareil, Bruce Brown, je peux pas le mettre. Bobby Portis également. Bon, là, il est un petit peu écarté des parquets à cause de cette entorse qu'il a eue. Mais bordel, ce qu'il a apporté aux Milwaukee Bucks en sortie de banc avec énormément de justesse au tir, mais également un double-double en sortie de banc, ça fait toujours plaisir et ça apporte énormément à la line-up. En grosse mention honorable, je pense qu'il va plus du tout être dans ce classement après, mais ça va être Russell Westbrook, effectivement. J'ai enregistré une émission spéciale pour lui, enfin pas pour lui mais sur lui, parce que j'ai vu beaucoup d'injures et d'injustices par rapport à son cas et son passage aux Lakers en tant que 6e homme, et je voulais analyser et décortiquer un petit peu son passage, mais passage plutôt bon, qui a presque 16 points avec des pourcentages durs, mais beaucoup de rebonds, beaucoup d'assists. Il était le meilleur passeur de sa team. Il avait énormément je pense qu'il avait un bon QI basket et il a énormément bonifié les secondes units qui étaient les secondes units d'ailleurs scandaleuses alignées par Darvin Ham, mais il mérite totalement son nom dans le classement. Je pense que top 5 c'est plutôt bien quand on sait qu'il y a des gars qui sont bien plus justes.
Alors, j'aurais pas mis Tyus Jones, en étant très sincère. D'ailleurs, je suis surpris que Bones Island ne soit pas mentionné dans ce classement, parce que ça reste quand même un sophomore absolument fantastique, profil un petit peu Kevin Durantesque, avec une très bon pourcentage, enfin pas des très très bons pourcentages, mais des bons pourcentages, et qui s'amuse beaucoup et qui apporte beaucoup en sortie de banc. Mais par contre, effectivement, le top 3, donc là, il ne va pas bouger. On va retrouver du Norman Powell, qui effectivement, là, il fait un énorme putsch, ça, il n'y a rien à dire. Il avait fait un début de saison qui était très 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 difficile du côté des Clippers, et globalement le début de saison des Clippers était à l'image aussi des performances des joueurs et de l'absence de leur franchise player. Mais Norman Powell, rien à dire, hein. Juste, que ce soit de loin ou de près, il perd peu de ballons, et puis il score quoi en fait. Il est très très bon, et en fait, finalement en fait le rôle qu'il avait du côté des Blazers, il l'a en sortie de banc du côté des Clippers, et je pense qu'il a trouvé sa place dans la rotation. Et je pense que là, on l'a vu avec la trade deadline, mais les Clippers se sont également débarrassés des joueurs qui faisaient tâche dans l'effectif, et je pense qu'il prend beaucoup plus d'importance et de poids dans cette seconde unité. Et puis le top 2, ça me surprend pas. Malcolm Brogdon, toujours top 1, ça c'était... ça c'est la règle en fait. Voilà, en fait il n'y a pas grand chose à dire sur ce classement, parce qu'on sait que comme beaucoup de trophées, il n'y a pas beaucoup c'est pas beaucoup disputé finalement, même si on a un très très bon Bénédicte Mathurin qui effectivement, comme dit Trash Talk, qui n'a pas eu de rookie wall, qui a été toujours aussi performant. Il est deuxième dans deux catégories. Il est deuxième en tant que rookie de l'année, mais il est deuxième en tant que 6e homme de l'année. Il a beaucoup apporté au collectif des Pacers, même si maintenant les Pacers c'est un petit peu autre chose. Surtout l'absence de Tyrese Haliburton a fait beaucoup de mal en termes de bilan collectif. Là on les voit dégringoler dans le classement, alors qu'il y a presque un mois ils étaient 6-7e. Mais ça c'était un petit peu normal. On va dire que c'est une forme de rookie wall, mais pour un collectif jeune qui ne peut pas garder cette intensité de jeu et cette justesse tout au long de la saison. Et même s'il la garde, d'autres équipes vont avoir une montée en puissance très très rapidement, et je pense que le collectif a atteint, je pense, son plafond de verre. En tout cas pour cette saison, ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas plus loin, parce que je pense qu'ils ont des jours radieux devant eux, je pense, je sais pas si c'est français, mais peu importe. Mais Malcolm Brogdon, hein, point barre. Malcolm Brogdon, point barre. Il est putain d'adroit partout, il a 44% à 3 points, il a 48% au tir. Ça fait des petites passes, ça prend des petits rebonds, ça perd pas beaucoup de ballons, ça score ses points. Et ça, en sortie de banc, quand tu as un effectif des Celtics qui est déjà dur à jouer, qui est défensif, etc., tu as un gars qui arrive, qui est meneur, qui va te mettre les 15 points par match, qui va sauver finalement. En fait, tu penses que tu vas avoir le droit à un creux de vague quand l'effectif va sortir. Puis non, en fait, tu as Malcolm Brogdon qui rentre sur le terrain. Donc puis les Celtics, ils sont premiers. Les Celtics sont premiers. Et je pense que c'est indiscutable. C'est comme le MVP. Pour moi, le MVP aujourd'hui va être donné à Nikola Jokic. Le DPO, il va être donné à Jaren Jackson. Le Six Man of the Year, il va être donné à Malcolm Brogdon. Le Rookie of the Year, il va être donné à Paolo Banchero. Le MIP va être donné... Alors, MIP, il y a un peu débat. Mais bon, le MIP, pour moi, ça va être Shai, selon moi. Mais il y a de fortes chances qu'il soit donné également à Lauri Markkanen. Et Coty, par contre, ça, c'est une autre affaire. On fera une vidéo... dans une prochaine chronique, on se penchera sur cette course, mais il y a beaucoup de trophées là à la mi-saison, sauf blessure, sauf performance fantastique de certains joueurs, mais je pense qu'ils sont déjà un petit peu actés, notamment celui-là, 6e homme de l'année. Je pense que Malcolm Brogdon est seul en tête, même si je suis très surpris du classement de Trash Talk qui n'a pas mentionné ou qui n'a pas mis assez haut dans ses standings, selon moi, Bones Island, qui était quand même un très très bon 6e homme, sophomore, dans une équipe première à l'Ouest, avec quand même des statistiques. Bon, je vais vous le mettre parce que maintenant il est du côté des Clippers et je pense qu'il va rester sur le banc. Mais Bones Island, merde quand même, c'est 12 points par match, 2 rebonds, 3 passes. Il est dans sa 2e année, alors certes il a des pourcentages, alors à 3 points il a des très bons pourcentages. À mi-distance, au field goal globalement un peu moins, mais voilà, ça perd peu de balles. C'est proactif un petit peu partout. Il a un true shooting percentage, je pense, qui est très très bon, voilà, 54. Je suis assez surpris, je dois le dire, je suis assez surpris de ne pas le voir mentionné, au moins dans un top 3, parce que Tyus Jones, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour moi, il n'a pas forcément à être là. Voilà pour ce petit point sur la course.
Si Enzo était là, il pourrait nous parler de ses Blazers. Malheureusement, il ne l'est pas et c'est pour ça que je vais vous parler de mes petits Lakers. Et attendez voir que je vous mette un tableau avec le collectif des Lakers. Comme ça, on se fait ça à la bien. On prend 5 minutes pour parler de nous. Et puis après, emballer, c'est peser. Je vais fermer toutes mes petites fenêtres et on peut commencer. Je tire le rideau et voilà la petite franchise des Lakers. Alors comment vont-ils ? Correct. Voilà. Sur les derniers matchs, on va se mettre le calendrier des derniers matchs. Il y a eu des petits creux de vague, notamment cette partie-là où je m'attendais à avoir beaucoup plus de performance de la part des Lakers, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais ils sont en 2 victoires, 3 défaites sur les 5 derniers matchs, sur les 10 derniers jours. Ils ont été un petit peu privés d'un LeBron James sur 3-4 matchs, et puis il y a eu la trade deadline qui est arrivée, où tous les joueurs sont arrivés un petit peu au compte-gouttes, dans des affrontements un petit peu clés, mais globalement, depuis l'arrivée de notre nouvel effectif, on est en 2 victoires, 1 défaite. On a eu effectivement cette défaite complètement conne, j'en ai pas parlé malheureusement, mais oui, LeBron James a passé Kareem Abdul-Jabbar dans une défaite. Alors c'était un moment exceptionnel, mais ça aurait pu être un très bon moment si on avait gagné face au Thunder, parce que bon, je le rappelle, les Thunder, si je vous mets le classement, ils sont devant nous, voilà, ils ont une victoire de plus que nous, ils ont moins de défaites, c'est un concurrent direct à une place en play-off, et perdre dans ce moment-là, j'ai trouvé ça très très con de se faire casser la gueule. Certes, il rentrait tout, mais quand même pas dans une défaite. Donc il y a eu, c'était une soirée un petit peu controversée parce que AD a un petit peu fait la gueule. Westbrook s'est embrouillé avec le coaching staff une première fois sur le banc et une deuxième fois dans les vestiaires à la mi-temps. On a quand même très très bien, je pense que la franchise des Lakers et avec les fans, ils ont vraiment bien célébré ce moment-là. Vraiment, c'est une milestone encore. C'est un record incroyable qu'arrive à faire LeBron James et je pense qu'il va passer les 40 000 points en étant très sincère. Donc il y a eu ce petit accrochage là. On a perdu après face à Milwaukee dans une défaite sans LeBron James. Ça faisait un petit peu mal, surtout que c'était un match qui a été contrôlé en grande partie par les Bucks, mais dans lequel on a montré beaucoup d'adversité. Donc ça restait quand même assez intéressant. Et puis on a eu cette trade deadline qui nous a permis de récolter. Je vous mets l'effectif. Mais donc D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Malik Beasley, Mo Bamba, Davon Reed, mais bon, je pense que lui va être cut. Et je rappelle aussi Rui Hachimura, mais ça c'était 2-3 semaines plus tôt. Et en fait, si on doit faire un point, on a gagné face aux Warriors sans LeBron James, et on a gagné face à la Nouvelle-Orléans avec la manière, avec le caractère, en conservant 3/4 du match, 20 points, 18 à 20 points d'avance. Et ça, face à une équipe de la Nouvelle-Orléans qui est quand même bien construite, certes amputée de Zion Williamson, c'est très intéressant et ça a été notre plus beau match de basket que l'on a montré. Il y a eu ces petites défaites face aux Blazers, mais en fait là je pense qu'on était juste impuissants par rapport au fait que tout rentrait et qu'ils étaient super adroits, que Damian Lillard a fait un énorme match, que le collectif globalement, comme l'a dit Trash Talk sur un tweet, mais bon, Matisse Thybulle c'était Chris Middleton, c'était juste une déculottée en termes d'adresse, tout rentrait pour leur côté, donc de leur côté, donc ça il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, je pense que si on doit faire un point et se pencher vers l'avenir, les Lakers, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le bilan de la semaine, ils ont totalement les ressources pour aller chercher une 6e, une 7e place en play-off ou en play-in. Ils ont des armes, en fait, toutes les erreurs que présentait leur collectif, les faiblesses, la fragilité, tout ce dont je parlais finalement dans le bilan de mi-saison, en fait, il a été corrigé. C'est-à-dire que on avait des problèmes de collectif, de poste pour poste et de taille. Pas de souci. On s'est débarrassé de Patrick Beverley, de Kendrick Nunn. On s'est débarrassé également de Russell Westbrook. On s'est débarrassé de Damian Jones dans le 5, dans le collectif qui était 5, qui ne servait pas à grand-chose, et Juan Toscano Anderson qui était un 3-4 pour récupérer. Et on s'est débarrassé également de Thomas Bryant. Ça pour moi c'est pas se débarrasser, ça m'a fait un petit peu de peine, mais finalement je pense que c'est un mal pour un bien globalement. C'est surtout lui qui a demandé son trade, puisque depuis le retour de Davis, et ça c'est la faute de Darvin Ham, mais il avait plus beaucoup de minutes. Et ça c'est un gros point d'interrogation que je comprends pas, donc ça je pense que c'est Darvin Ham qui a fucked up. Mais globalement, notre collectif, il avait besoin de shooters. Pas de souci, on te met D'Angelo Russell, on te met Malik Beasley. Bon. Notre collectif, il avait besoin de hauteur, pas de souci. On te met Jared Vanderbilt, on te met Mo Bamba, on te met Rui Hachimura. Notre collectif, il avait besoin de moins de meneurs, pas de souci. On se débarrasse de Kendrick Nunn, Russell Westbrook et Patrick Beverley, et on te donne D'Angelo Russell, on te donne un vrai poste 2
Un vrai poste 2. On donne un poste 3-4 défenseur, parce que notre collectif avait besoin de défense, donc on te met du Jared Vanderbilt. Et notre collectif, il avait besoin d'aile, bah on te met Rui Hachimura, Jared Vanderbilt. Bon, voilà. En fait, ce trade voilà, est un peu bizarre, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les équipes se sont fait enfler. Hein. J'en parlais dans notre vidéo spéciale Trade Deadline. Mais là, on a un collectif qui est monté pour être compétitif. C'est dommage que ça ne soit pas été ce collectif plus tôt, parce que là, il nous reste que 25 matchs pour faire la différence, 23 matchs même. C'est un gros quart de la saison qui nous reste globalement, mais bordel de merde. Enfin, comme je le disais, là, l'équipe, il reste, si on fait un point sur le calendrier, on a quand même des passages qui vont être faciles. On va avoir des équipes qui vont être dures à affronter, mais on n'affronte plus de grosses équipes. C'est-à-dire que les grosses équipes qu'on va affronter, on va avoir le droit du Memphis, qui, pour moi, par rapport à notre line-up et par rapport à la santé de leur équipe, n'est plus une grosse équipe. C'est quelque chose qui est prenable. On va les affronter 2 fois. On va affronter par contre Phoenix avec Kevin Durant. Ça va être une grosse équipe. On va même les affronter 2 fois. Et on va affronter les Clippers. Mais ça, pour moi, c'est les seules grosses équipes qu'on va affronter. Sans disrespect pour les autres franchises, mais on va affronter du Golden State sans Curry, du Dallas qui n'a aucune défense, du Memphis qui, pour moi, est fragile. On va affronter du OKC sur lequel on est censé rouler, Minnesota également, Golden State également. On va affronter du Toronto, du New York. Alors New York, ça va être un match intéressant. De la Nouvelle-Orléans, si c'est sans Zion, on roule dessus. Du Houston, du Orlando, du OKC, du Chicago, du Minnesota, du Utah en fin de... Putain, Utah, on va les avoir affrontés combien de fois, bordel de merde ? On va les avoir affrontés 5 fois ? Je crois, hein. Attendez, voir. Non, peut-être que... Non, 4 fois, voilà, c'est ça. En fait, on a un calendrier qui est relativement clément. Il aurait été difficile si on avait conservé la même line-up. Mais là, en fait, on a les outils pour aller chercher au moins 17 victoires. Et 17 victoires, ça nous emmènerait, donc au vu de notre bilan collectif, en 44-39, voilà. Et être en 44-39, bah, ça nous emmène tout simplement, quand tu regardes les standings, ça nous laisse une marge de 5 victoires entre nos 2 matchs, ça nous permettrait d'être dans un match de play-off, en fait, finalement, et d'éviter un play-in. Et ça, l'équipe, elle a les ressources pour. Elle a la capacité pour, parce que par rapport à des concurrents directs, comme je disais, Oklahoma City, Utah Jazz, Portland ou Minnesota, voire même Golden State, ça, c'est des équipes devant lesquelles on peut passer et sur lesquelles on peut rouler. Et ça, comment vont les Lakers ? Je pense qu'ils vont bien, globalement, et que s'ils gardent cette forme et qu'ils ne sont pas blessés, etc., avec le hustle que Malik Beasley, que D'Angelo Russell, que Jared Vanderbilt apporte, etc., on a un collectif qui est bien monté, ou si je vous mets par exemple un potentiel 5 majeur, le 5 majeur pour moi, et ce qu'a aligné Darvin Ham face aux Pels, mais c'est D'Angelo Russell en 1, Malik Beasley en 2, LeBron James en 3, Vanderbilt en 4 et Anthony Davis en 5. Et ça, c'est un 5 majeur qui est archi compétitif. Et en backup, tu peux te permettre de mettre Dennis Schroeder, qui a toujours été meilleur sur le banc, selon moi. Tu mets Dennis Schroeder avec Austin Reeves parce que je trouve que... Il y a débat entre Austin Reeves et Lonnie Walker. Lonnie Walker est plus athlétique, un peu plus physique, mais Austin Reeves a plus cet ADN flashy, un meilleur QI basket, je trouve, et tire un petit peu mieux. Puis c'est un petit peu le chouchou à l'image de Alex Caruso il y a 2 ans des Lakers. Donc tu mets Austin Reeves en 2 selon moi. Tu mets Troy Brown en 3. Tu mets Rui Hachimura en 4 et tu mets Mo Bamba en 5. Et là, tu as un collectif qui roule. Tu peux même te permettre d'ajouter du Max Christie si tu as besoin, du Lonnie Walker si tu as besoin, du Wenyen si tu as besoin. Et là, on a un collectif qui roule. Et c'est un collectif qui, selon moi, peut clairement aller chercher un top 6 de la conférence Ouest. Donc voilà comment vont mes Lakers. Fin de ce podcast qui aura duré une 50aine de minutes. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que vous vous portez bien. J'espère qu'on pourra enfin vous proposer un épisode avec Enzo quand on arrivera à accorder nos petits violons. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des bisous partout. Amusez-vous bien pendant ce All-Star Weekend. J'espère qu'on va avoir des choses intéressantes, que ce soit à 3 points, au Skills Challenge, au Dunk Contest, même au All-Star Game en règle générale. Portez-vous bien. C'est dur parce que on peut pas se porter parce que les bras ils ont pas d'appui, mais bon. Et puis je vous fais des bisous et on se revoit la semaine prochaine. Ciao ciao.